Bonjour à tous, je suis Axel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu la méthodologie à utiliser pour répondre au sujet de management. Alors ici, moi, ce que je vais vous donner, ça va être vraiment la méthodologie clé à utiliser. Donc moi, j'ai passé le management, j'ai eu un peu, je crois que j'ai eu 16 au BTS, 15 ou 16 au BTS, donc tout le long de l'année en cours, donc j'avais de 18 à 20. C'est relativement simple d'avoir une très bonne note au BTS en épreuve de management, puisqu'il faut simplement deux choses. Vous avez déjà une part qui va être faite par le cours et vos fiches de révision qu'il va falloir apprendre par cœur, et de notre part vraiment appliquer la bonne méthodologie. La méthodologie management, elle n'est pas compliquée, mais il faut juste l'appliquer vraiment à 100% pour aller grappiller le maximum de points. Alors déjà, il faut savoir que le management, contrairement à la limite à de l'économie et du droit, l'économie et le droit, vous pouvez vous en sortir en apprenant juste un peu les concepts. Pas forcément en apprenant par cœur, mais en apprenant vraiment les concepts, en sachant de quoi on parle. Vous allez avoir toujours des annexes qui vont pour vous aider à répondre. Par contre, en management, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut vraiment apprendre par cœur car vous n'avez pas de base. Ce qui va vous servir de base, ça va être votre cours. Par exemple, la méthodologie clé à utiliser, ça va être vraiment celle-ci. Donc déjà, je vous précise, donc pour ceux qui veulent obtenir des fiches de révision pour donc, tous les BTS que j'ai listés, je mettrai un lien dans la description. Et pour ceux donc, qui sont spécialement en BTS comptabilité et gestion, je mettrai un autre lien puisque ceux qui sont en BTS comptabilité et gestion, il y a la spécialité mathématique. Donc il faut savoir que les fiches que je vous montrerai en exemple sont les mêmes à la fois donc, dans le BTS tertiaire et dans le BTS CG, mais il y a juste les maths qui sont rajoutées. Donc, mais sinon c'est vraiment les mêmes fiches, donc ça sert à rien de vous mettre dans les deux listes. Et en plus comme ça, si vous êtes suivant le diplôme dans lequel vous vous mettez pour recevoir les fiches, je vous donnerai quelques conseils pour réussir vos autres épreuves du BTS. Et comme ça, en même temps, vous recevrez donc les fiches gratuitement. Comme ça, vous verrez un peu comment les fiches sont structurées. Moi, les fiches de management, je crois qu'elles font 25 fiches au grand maximum. Hein. Je crois que c'est même un peu moins. Il doit y avoir 22 fiches à peu près. Et il y a vraiment tout le cours ciblé pour répondre à tous les sujets d'examen. Vous avez vraiment tout le cours qui est utile et synthétique. Vous n'avez qu'à apprendre par cœur et appliquer la méthode que je vous enseigne. Donc, il y a une petite fiche sur la méthodologie à utiliser donc, dans les fiches de révision. Comme ça, vous avez le cours à apprendre par cœur, la méthodologie appliquée. Vous êtes sûr d'aller à l'examen bien armé pour réussir au maximum. Alors, la méthodologie à appliquer, ça va être celle-ci. Pour chaque question, donc vous avez ici on voit donc la structure du sujet, vous avez deux parties. Une première partie, la première partie pour moi c'est vraiment la partie où ça va être le plus simple d'aller chercher des points, et une deuxième partie où il y a plus des développements à faire qui vont être peut-être moins en rapport avec le sujet, mais plus des développements vraiment où vous allez pouvoir structurer une réponse vous sans forcément utiliser la méthode que je vous enseigne. Mais pour la première partie, c'est là, moi à mon sens, où vous allez pouvoir prendre le plus de points et vous allez devoir utiliser cette méthodologie. Pour chaque question, et j'ai bien dit pour chaque question, vous allez devoir faire votre réponse en trois parties. Vous allez déjà devoir inscrire votre cours, voilà, en quelques lignes. Donc le mieux c'est d'avoir votre cours structuré, l'apprendre par cœur, comme ça vous ne posez pas de questions. Vous allez chercher dans votre tête le cours ciblé par rapport aux mots-clés dans la question, vous le mettez par cœur et ensuite vous allez passer à la deuxième étape qui va être l'application au cas. Donc dans l'application au cas, vous allez devoir chercher des données issues, donc des documents, des annexes, pour aller chercher des chiffres, des mots-clés qui vont vous permettre d'appliquer au cas. Et ensuite, vous allez faire une déduction avec le fameux « donc » en début de phrase. Donc grosso modo, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire votre cours, un alinéa en début, donc moi ce que je recommande, vous allez sauter une ligne, un alinéa en début pour appliquer au cas, sauter une ligne et un alinéa en début pour faire la déduction. Donc première partie, deuxième partie, troisième partie, que ça soit bien matérialisé pour que l'examinateur, ça soit clair qu'il ait bien la partie cours, bien la partie application au cas et bien la partie déduction. Alors, on va illustrer ça avec un exemple, de toute façon on va faire les questions. Ensuite, ce que je vous recommande moi, c'est de faire une question par page à l'examen. Par exemple, ici on a 7 questions, et bien vous allez prendre 2 feuilles doubles et faire 7 pages. Comme ça, vous n'allez pas vous poser de questions. Et vous pourrez revenir autant de fois que vous voulez sur les questions sans faire des rappels à la fin, ce qui évitera à l'examinateur d'aller chercher les réponses avec des astérix de partout. Donc votre feuille au moins elle sera bien structurée, vous ne posez pas de questions. Et en plus, moi ce que je recommande, ça va être la première chose, de ne pas lire le sujet, d'aller simplement lire les questions, prendre autant de fluo qu'il y a de questions, du moins pour la première partie. Ici, donc, je vais vous montrer l'exemple pour les 3 premières questions. Vous allez aller sélectionner, donc lire vos questions. Ici, première partie, donc on va lire les questions ensemble. Montrer en quoi la démarche d'Inès Divin relève d'une logique entrepreneuriale, et vous allez surligner au fluo les mots-clés du sujet qui font appel à du cours. Par exemple, ici, on a logique entrepreneuriale. Logique entrepreneuriale, ça va faire appel au cours sur l'entrepreneur au sens de Schumpeter. Donc, vous allez surligner ce mot-clé
Et pareil pour toutes les questions. Identifier et justifier les choix stratégiques. Donc ici, on peut par exemple surligner choix stratégiques, mise en œuvre par l'entreprise lors de sa création, voilà. Et troisième question, par exemple, justifier le choix du mode de production. Donc ici, on a le mode de production qu'il faudra mettre un cours dessus, de l'entreprise compte tenu de sa stratégie de domaine. Donc il faudra mettre aussi du cours sur la stratégie de domaine. Donc là, une fois que c'est fait pour les 5 questions ici, ce que vous allez faire, c'est que après ça, vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez noter le cours. Ici, donc, vous allez mettre le cours sur la logique entrepreneuriale. Ici, question 2, vous allez mettre le cours sur les choix stratégiques, par exemple. Et question 3, vous allez mettre donc le cours sur les modes de production et stratégie de domaine. Vous allez faire ça pour les 5 premières questions, donc bien sûr avec d'autres couleurs. Et donc vraiment, directement, vous allez mettre votre cours. Comme ça vous permet... Moi, je recommande de toute façon toujours d'aller réviser vos fiches de révision la veille et le lendemain juste avant de passer pour bien réveiller votre mémoire flash. Comme ça, vous arrivez, vous ne posez pas de questions, vous surlignez le cours qui est demandé dans des couleurs différentes pour chaque question. Vous allez numéroter vos pages et vous allez écrire votre cours sur toutes les pages. Comme ça, une fois que votre cours est posé, vous êtes déjà débarrassé du par cœur. Tout votre cours est posé, il ne vous reste plus qu'à appliquer au cas. Comme ça, vous faites vraiment votre réponse étape par étape. De toute façon, que vous ayez lu ou pas le sujet, là, ici, c'est que des questions de cours. Donc, le cours, vous n'avez pas besoin du sujet, de lire le cas pour mettre le cours. Justement, ça va plutôt vous perturber. Donc, vraiment, de toute façon, le cours, il est vraiment explicitement dit dans les questions, hein. Regardez, si on prend cette question-là, repérer la modalité de croissance envisagée. Donc là, ici, on a les modalités de croissance. Donc, il faudra définir la modalité de croissance ici dans la question 4, tout simplement. Et ici, présenter les principaux éléments du diagnostic interne, voilà, et externe. Donc ici, on a le diagnostic interne et le diagnostic externe au niveau du cours. Donc c'est aussi simple que ça. Donc première chose à faire, vous lisez les questions, vous surlignez chaque question d'une couleur différente, vous mettez une question par page dans votre copie d'examen et vous allez mettre le cours sur chaque question au tout début de vos pages de réponse. Et bien sûr, donc là, vous aurez toute la place nécessaire. Le reste de votre feuille va vous servir à appliquer au cas et à faire votre déduction, toujours avec un petit alinéa en chaque début de paragraphe, pour qu'il y ait 3 paragraphes distincts pour l'examinateur. Maintenant, ici, on va donc répondre un petit peu aux questions. Donc là, moi, je n'ai pas lu le sujet, j'ai juste noté les questions. Comme ça, moi, mon but, ça va vraiment être de vous apprendre une méthodologie. Si vous voulez de toute façon la correction du sujet d'examen, ça se trouve sur Internet. C'est pas ça qui est important à mes yeux. C'est vraiment la méthodologie qu'il va falloir employer et d'où l'importance de ce que je vous disais d'apprendre par cœur son cours, puisque si vous n'avez pas le cours, ça va être impossible d'appliquer au cas et impossible de faire une déduction. Le cours, c'est vraiment ce qui va vous servir de base à votre réponse. Donc vraiment, il y a peu de fiches de révision. Donc, il faut vraiment les apprendre par cœur. Du moment que votre cours est bien structuré, bien synthétique, apprenez-le par cœur. Bien sûr, si vous commencez à avoir fait des fiches de révision où vous vous retrouvez avec 50-60 pages de révision au niveau du management, là, c'est pas bon parce que déjà apprendre par cœur, ça va être très compliqué et en plus, vous n'aurez pas l'essentiel, donc ça va pas être très utile. Donc, il faut vraiment avoir des fiches où il y a vraiment l'essentiel, peu de fiches vraiment synthétiques, mais au moins à chaque fois que vous voyez un mot-clé, vous savez à quoi ça correspond puisque dans vos fiches, c'est bien structuré et en plus, vous savez le cours. Voilà le petit bloc de 10-15 lignes à mettre au niveau de vos cours, vous ne posez pas de questions, vous l'avez appris par cœur, vous le recrochez mot à mot et vous allez avoir une bonne base pour ensuite appliquer au cas et en plus, vous allez prendre tous les points au niveau du cours. Ici, donc, la logique entrepreneuriale. Donc là, vous allez mettre le cours. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Donc, au sens de Schumpeter, un entrepreneur est une personne qui va investir son temps, son capital, sa sécurité financière, etc. Elle va saisir les opportunités. Elle va savoir prendre des risques. Donc, vous mettez tout le cours relatif à l'entrepreneur. Ensuite, vous allez appliquer au cas. Donc, par exemple, imaginons que dans le cas, la personne, donc ici, donc Inès Divin, imaginons que du coup, elle a investi beaucoup de temps, elle a investi toutes ses économies, etc. Donc là, ça va être les mots-clés que vous allez surligner dans le sujet, donc en vert. Et vous allez les mettre dans le deuxième paragraphe, application au cas. Et ensuite, vous allez pouvoir déduire, donc Inès Divin est bien un entrepreneur au sens de Schumpeter, par exemple. Ensuite, question 2, identifier et justifier les choix stratégiques. Donc ici, on a encadré les choix stratégiques mis en œuvre par l'entreprise lors de sa création. Ici, un autre point important, il faut bien repérer de quel moment on vous parle. On va appliquer une stratégie de croissance interne au début lors de sa création, puis ensuite une stratégie externe vers la fin ou du moins dans le temps présent. Donc du coup, il faut bien regarder à quel moment on vous demande la question. Ici, on nous demande de justifier les choix stratégiques lors de la création. Donc généralement, au niveau des annexes, vous avez première annexe, vous avez le cas, c'est-à-dire tout ce qui va être ciblé sur l'entreprise. Donc là, ça va faire une feuille à 2 feuilles simples, ça va vraiment être juste après vos questions et c'est ce qui va vous permettre
à répondre à 95% des questions de la première partie. Les ressources vont surtout vous servir au niveau de la deuxième partie et un petit peu dans la première partie, mais généralement, de toute façon, moi je vais vous signaler pour chaque question si on n'utilise que le cas ou alors les ressources. Mais généralement, on utilise quasiment que le cas ici et je vous apprends à savoir si on utilise les ressources ou non dans les questions. Ici, en quoi la démarche d'Inès Duvin relève d'une logique entrepreneuriale? Ici, on n'a pas besoin des ressources. On va juste regarder le cas, prendre les infos au niveau donc de la logique entrepreneuriale pour Inès, si elle a pris des risques, si elle a engagé son temps, son capital, sa sécurité financière. Donc, pas besoin des ressources. Identifier et justifier les choix stratégiques mis en œuvre par l'entreprise lors de sa création. C'est pareil, ici c'est ciblé sur l'entreprise elle-même, donc sur le cas. Les ressources, généralement, ça va être tout ce qui va être environnement concurrentiel, le marché. Ici, je crois que ça parle de parfum, donc le marché du parfum, etc. Mais en aucun cas, ça va vous apporter des précisions sur l'entreprise. C'est vraiment la première partie, juste après les questions, qui va vous parler du cas et de ce qu'elle a appliqué comme mode de croissance, comme type de stratégie, etc. Donc vraiment, les ressources, ça va servir à appuyer vos réponses lorsqu'on vous demandez par exemple le diagnostic externe, l'intensité concurrentielle, évaluer le marché des fleurs ou le marché ici des parfums. Mais ça ne va pas vous servir à répondre aux questions sur vraiment le cas. Le cas, c'est vraiment les premières pages. Donc ici, ça s'appelle le cas parfum divin, juste après les questions. C'est vraiment ces 2 feuilles simples, je crois, qui vont vraiment vous servir à répondre à la première partie. Ça ne sert à rien d'aller vous perdre dans les ressources tout de suite. Donc du coup, vous lisez bien la première partie sur le cas, vous lisez plusieurs fois et vous allez surligner dans la couleur que vous avez définie ici. Par exemple, ici, on a surligné logique entrepreneuriale en vert. Vous allez surligner tous les mots-clés dans le cas, dans l'annexe, dans la première annexe, qui vont vous être utiles pour répondre et appliquer au cas sur la première question. Vous allez faire la même chose pour chaque question, ici en rouge, ici en noir. C'est pour ça qu'il faut bien utiliser une couleur différente pour chaque question. Vous allez donc lire plusieurs fois le cas et à chaque fois surligner de couleurs différentes pour avoir la corrélation avec la question. En noir, vous allez avoir tout ce qui va être toutes les parties de l'annexe que vous allez utiliser pour faire l'application au cas de la question 3. En rouge, tout ce qui va vous être utile pour faire l'application au cas de la question 2. Et ici en bleu, tout ce qui va être utile pour faire l'application au cas sur la question 4. Et ainsi de suite pour chaque question de la première partie. Comme ça, vous avez posé votre cours et après pour l'application au cas, vous n'avez plus qu'à suivre votre code couleur et aller renoter au propre les mots et les chiffres clés que vous avez notés, que vous avez surlignés dans votre sujet pour appliquer au cas et ensuite la déduction viendra d'elle-même. Ici, donc, les choses stratégiques. Donc, au niveau des choses stratégiques, ici, donc, on sait directement qu'on va nous parler du cours sûrement sur les stratégies globales d'Igorantsoft, c'est-à-dire la stratégie de spécialisation et de diversification. Vous allez donc mettre tout votre cours. Vous allez détailler les 2 types de stratégies. Et ensuite, vous pourrez rajouter aussi le cours sur les stratégies d'accompagnement, c'est-à-dire les stratégies d'accompagnement vont accompagner les stratégies globales. Par exemple, moi, dans mes fiches de révision, vous avez les stratégies globales et juste en dessous, les stratégies d'accompagnement. Ça va être soit l'intégration, soit l'externalisation. Soit vraiment, elle va regrouper toutes les activités pour faire tout elle-même, soit elle va externaliser justement pour faire par d'autres. Donc voilà, donc ici vous allez mettre tout votre cours sur les stratégies globales et les stratégies d'accompagnement. Donc déjà vous allez mettre tout votre cours ici, vous allez prendre toutes les questions de cours. Ensuite, donc mis en œuvre par l'entreprise, donc ici on nous dit bien les stratégies mises en œuvre lors de la création. Donc ensuite vous allez piocher dans l'annexe pour voir quel est le type de stratégie. Donc ça va être relativement facile, hein. Soit elle a diversifié ses produits, soit en gros elle se spécialise sur un seul secteur. Par exemple ici peut-être qu'elle se spécialise uniquement sur le parfum et vraiment elle cible sur un seul secteur d'activité, les parfums par exemple pour telle tranche d'âge ou pour tel type de personnes. Donc vraiment généralement c'est vraiment explicite, hein, dans les sujets d'examen, c'est relativement simple. Une fois que vous avez le cours, c'est relativement simple d'aller voir quel est le type d'appliquer au cas et de faire la déduction. Donc là, vous appliquez au cas et ensuite, par exemple, vous allez faire la déduction. Donc, l'entreprise Parfum Divin utilise une stratégie de spécialisation, par exemple. Question 3. Justifier le choix du mode de production de l'entreprise compte tenu de sa stratégie de domaine. Ah bah ici, on a stratégie de domaine, donc vous allez déjà définir les types de stratégie de domaine. Donc selon Porter, il y a 3 types de stratégies de domaine. C'est aussi les stratégies concurrentielles ou stratégies génériques. Ça va être donc la stratégie de domination par les coûts, la stratégie de focalisation et la stratégie de différenciation. Alors il faut savoir qu'une entreprise, elle peut bien évidemment mettre en œuvre plusieurs de ces stratégies. Donc il y a 3 stratégies de domaine, mais elle peut en mettre en œuvre plusieurs. Donc généralement, elle peut par exemple
mettre en œuvre la stratégie de domination par les coûts avec la stratégie de focalisation ou la stratégie de différenciation avec la stratégie de focalisation. Généralement, c'est la stratégie de focalisation qui va se greffer avec une des autres si elle utilise deux types de stratégies, de domaines, mais par contre, c'est vraiment impossible à mon sens d'avoir une stratégie de domaine avec une stratégie de différenciation. C'est vraiment rare, donc généralement, c'est s'il y en a plusieurs, donc c'est soit une des trois, soit stratégie de domaine et focalisation ou stratégie de différenciation et focalisation en même temps. Donc voilà, vous allez mettre tout le cours sur les stratégies de domaine. Ensuite, le choix du mode de production. Donc là, ensuite, vous allez définir quel est le type de stratégie qu'elle utilise. Donc dans l'application en cas, vous allez faire une déduction. Donc elle utilise une stratégie, par exemple, de différenciation et de focalisation. Et ensuite, vous allez mettre tout le cours relatif au mode de production, puisqu'ici, on nous demande de justifier le choix du mode de production compte tenu de sa stratégie de domaine. Donc la stratégie de domaine, ça veut dire que c'est la première partie de notre réponse et la deuxième partie va être sur le mode de production. C'est-à-dire que la stratégie de domaine, imaginons qu'elle ait une stratégie de domaine sur la différenciation. Donc ça veut dire que généralement le mode de production va être du flux tiré, je crois, c'est-à-dire que c'est la demande qui va faire la production. Par exemple, imaginons que ici les clients veulent des parfums d'une telle couleur, d'une telle forme, vraiment que le client puisse personnaliser sa production. On ne peut pas en faire en masse, puisque si on en fait en masse des carrés, des ronds, des triangles et que quelqu'un veut une forme isocèle, par exemple, ou une forme losange, du coup, tout ce qu'on a produit, ça sert à rien. Donc ici, ça va vraiment être le client qui va définir son besoin et du coup, la production va se faire par rapport à la demande du client. Donc le client fait sa demande et ensuite, on lance la production pour répondre aux besoins. Mais lorsque, par exemple, on va avoir une stratégie de domaine de type domination par les coûts, généralement, ce qui va accompagner comme mode de production, ça va être un type de production flux poussé, c'est-à-dire on va produire en masse et ensuite, on va vendre. Par exemple, on va produire en masse des bleus, des rouges, des verts, et on va vendre. Donc on va faire 3 types de couleurs et les 3 types de couleurs vont se vendre. Donc ça ne va pas être personnalisé puisqu'il n'y aura que 3 types de couleurs. Ça va être de la production de masse. Puisqu'on a de la domination par les coûts, pour faire une production, une stratégie de domaine de type domination par les coûts, c'est-à-dire qu'on veut faire des coûts très faibles, on ne peut pas faire de la production à la demande. Parce que qui dit production à la demande, dit une production plus lente et plus personnalisée, avec des prix du coup logiquement plus chers. Que ici de la stratégie de domination par les coûts, ça va être une production en masse, du coup on va pouvoir faire des économies au niveau des fournisseurs, des économies au niveau des matières premières, des économies au niveau du travail, etc. en utilisant des machines, ça va aller très vite. On va faire par exemple des dizaines de milliers de t-shirts, imaginons, ou là dans notre cas des dizaines de milliers de bouteilles, et on va les vendre, mais il n'y a aucune personnalisation. Donc du coup, là, on peut appliquer donc une mode de production vraiment par série et par gros volume. Alors que dans le cas d'une stratégie de différenciation, puisqu'on va se différencier, généralement, on va se différencier par la qualité de nos produits. Ici, ce serait par exemple la personnalisation des bouteilles de parfum, des couleurs, des formes. Donc ici, ce sera une mode de production liée à la demande. C'est la demande qui va entraîner la production. Donc voilà. Vous mettez bien le cours sur les stratégies de domaine, vous appliquez au cas et ensuite le cours sur les modes de production et vous appliquez au cas. Après les modes de production, ça sert, vous pouvez définir les deux principales, c'est-à-dire c'est la demande qui fait la production, donc flux poussé ou flux tiré, ou alors la production en masse, ou alors production à l'unité par rapport à la demande, mais ça sert à rien de trop vous étaler. Par contre, les stratégies de domaine, définissez bien les 3 stratégies de domaine. Ensuite, question 4. Repérer la modalité de croissance envisagée par Inès Divin en 2016 et analyser son intérêt pour l'entreprise. Ici, c'est pareil, on vous dit bien la modalité de croissance envisagée par Inès Divin en 2016. On ne vous dit pas lors de la création, on vous dit bien en 2016. Donc, il faudra bien aller chercher dans la première partie de l'annexe, c'est-à-dire le cas, toute la partie qui nous parle de 2016 pour bien déjà cibler la réponse et pas faire de hors-sujet, pas parler de la modalité de croissance qui a été utilisée lors de la création. Là, on nous demande la modalité de croissance envisagée en 2016. Donc, ça veut dire que si elle est envisagée, ça veut dire qu'on n'est pas encore en 2016 ou alors on est début 2016 et la modalité de croissance qu'elle compte envisager, pas qu'elle a déjà mis en place au début. Ne faites pas du hors-sujet et regardez bien ici, c'était lors de sa création et ici, on nous demande la modalité de croissance en 2016. Donc, il faut vraiment bien cibler votre question. De toute façon, il y a peu de phrases dans les questions. Il faut vraiment aller cibler les mots-clés et cibler les dates qu'on vous demande pour bien répondre juste et pas à côté de la plaque. Donc voilà, les modalités de croissance et analyser son intérêt pour l'entreprise. Donc ici, vous ne posez pas de questions, vous avez le cours sur les modalités de croissance. Donc question 4, vous allez mettre les 3 types de croissance.
Croissance interne, qu'est-ce que c'est? Avantage, inconvénient. Croissance externe, qu'est-ce que c'est? Avantage, inconvénient. Croissance conjointe, qu'est-ce que c'est? Avantage, inconvénient. Bam, ça vous fait 15-20 lignes de réponse et vous prenez tous les points de cours et ça vous sert de base puisqu'ensuite, il ne vous reste plus qu'à regarder dans l'annexe quelle est la méthode de croissance, la modalité de croissance envisagée par Inès Divin en 2016. Par exemple, imaginons qu'elle veut racheter ses concurrents, qu'elle veut racheter ses concurrents, s'établir sur de nouveaux marchés, etc. Du coup, ça sera une croissance externe. Donc là, vous allez cibler en bleu tout le cours qui va, tous les mots-clés dans l'annexe 1 sur le cas des parfums pour vraiment ensuite aller retrouver tout ce que vous avez surligné en rouge pour bien vous en servir dans le paragraphe 2, application au cas. Par exemple, si on vous dit qu'elle va racheter ses concurrents, du coup, dans votre réponse application au cas, vous allez bien mettre dans le cas de l'entreprise Divin, Inès souhaite racheter ses concurrents pour bénéficier d'une nouvelle clientèle, etc. Et ensuite, vous mettrez bien à la fin, après votre petit paragraphe application au cas, Inès Divin envisage une croissance externe pour 2016. Donc voilà comment prendre des points facilement. Et ici, on vous dit bien analyser son intérêt pour l'entreprise. Donc là, il faut bien faire la définition des 3 types de croissance, appliquer au cas. Une fois que vous avez appliqué au cas, vous mettez bien un petit paragraphe sur l'intérêt pour l'entreprise d'utiliser une croissance externe. Généralement, si vous connaissez votre cours par cœur, dans la croissance externe, vous avez les avantages et les inconvénients. Donc, vous allez pouvoir mettre les avantages forcément. Les avantages que vous avez dans le cours, ce sera les avantages qui vous suffira d'appliquer au cas. Par exemple, une croissance externe, ça va permettre d'aller rapidement sur un nouveau marché, d'avoir une clientèle déjà acquise, des investissements déjà amortis, puisqu'on va racheter une entreprise qui est déjà en place. Donc voilà, si vous savez déjà tous les avantages, il n'y a plus qu'à appliquer ceux qui correspondent vraiment au cas. Donc ça sera beaucoup plus facile, comme je vous l'ai dit, lorsque vous savez votre cours par cœur, c'est vraiment la base, faites vraiment cet effort-là. Donc voilà. Ensuite, question 5, présenter les principaux éléments du diagnostic interne et externe de l'entreprise. Alors là, c'est une question où on ne précise pas d'utiliser Porter, on ne précise pas d'utiliser Hamel et Prahalad ni Edith Penrose. Donc là, vous êtes plutôt ouvert. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous utilisez la matrice SWOT ou la matrice force, faiblesse, opportunité, menace. Pour le diagnostic interne, ce sera donc force, faiblesse. Et diagnostic externe, ce sera opportunité, menace. Donc, soit vous utilisez la matrice SWOT, donc ça fera les deux diagnostics d'un coup. Soit pour le diagnostic interne, vous avez donc plusieurs possibilités. Vous avez les compétences fondamentales de Hamel et Prahalad, la chaîne de valeur de Porter, avec les fonctions clés et les activités clés et les activités de soutien. La chaîne de valeur de Porter, les compétences clés cœur de métier de Hamel et Prahalad, les ressources de Edith Penrose, la théorie des ressources d'Edith Penrose, donc avec les ressources tangibles et intangibles. Et donc ici, ça va être les 3 auteurs que j'ai cités, enfin du moins les 3 concepts que j'ai cités. Vous allez en sélectionner un, donc un seul suffit, ça ne sert à rien de mettre les 3, vous en sélectionnez un seul et vous allez mettre pour chaque cas bien si c'est une force ou une faiblesse. Qui dit diagnostic interne dit force et faiblesse et qui dit diagnostic externe dit opportunité ou menace. Donc, le diagnostic interne, il va falloir prendre des données qui sont internes à l'entreprise, c'est-à-dire vous allez les retrouver dans le cas. Par contre, au niveau du diagnostic externe, ici, ça va être tout ce qui est extérieur à l'entreprise. Donc, c'est là où vous allez commencer à faire intervenir vos ressources, puisqu'ici, on vous parle de ce qui est externe à l'entreprise. Donc, l'intensité concurrentielle, les prix des concurrents, etc. Ça, vous allez le trouver dans les ressources. Mais pour l'instant, vous voyez que sur les 5 questions, on a 4 questions plus la moitié de la 5e question où on se sert uniquement de la première annexe sur le cas parfum divin. On n'a pas eu besoin d'aller se perdre dans les ressources. Il y a seulement pour le diagnostic externe, puisque c'est externe à l'entreprise où on va utiliser les ressources. Tout ce qui est interne à l'entreprise, on n'a pas besoin des ressources, mais là, puisque c'est externe à l'entreprise, on va se baser sur des chiffres clés du secteur d'activité, par exemple du parfum, pour notre cas ici. Donc voilà, soit vous utilisez Hamel et Prahalad, vous mettez force-faiblesse à chaque élément. Edith Penrose, les ressources tangibles et intangibles. À chaque ressource, vous mettez si c'est une force ou une faiblesse. Ou alors la chaîne de valeur de Porter avec la logistique interne, externe, les activités principales, les activités de soutien avec le recherche et développement, les ressources humaines, ressources financières. À chaque fois, pareil, vous allez bien préciser s'il s'agit d'une force ou d'une faiblesse. Donc vous mettez bien votre cours. Ensuite, vous listez tous les éléments et vous mettez bien s'il s'agit d'une force ou d'une faiblesse.
Donc, il faut bien penser à préciser s'il s'agit d'une force ou d'une faiblesse. Si vous faites la matrice SWOT, donc là, forcément, vous allez penser, puisque c'est force, faiblesse, opportunité, menace, vous allez lister les éléments et mettre si c'est une force ou une faiblesse, ou une opportunité, une menace. Mais si vous utilisez d'autres auteurs, il faut bien penser à mettre ce système. Donc là, moi, je ne recommande pas d'utiliser la matrice force, faiblesse, opportunité, menace, puisque généralement, si on vous la demande, généralement, si on souhaite l'avoir, on va vous la demander. Et les correcteurs préfèrent lorsque vous utilisez des auteurs, puisque si vous utilisez juste la matrice SWOT, eh ben, il n'y aura pas de cours à mettre, donc vous allez prendre un peu moins de points. Puisque là, si vous utilisez par exemple Edith Penrose et les ressources tangibles et intangibles, vous allez déjà avoir un petit paragraphe de cours, vous allez gagner des points, et ensuite vous allez lister vos ressources tangibles et dire si c'est une force ou une faiblesse, lister vos ressources intangibles et à chaque fois mettre si c'est une force ou une faiblesse. Comme ça, vous allez prendre vraiment tous les points au niveau du diagnostic interne. Le diagnostic externe, donc soit vous utilisez opportunité menace directement de la matrice SWOT, soit vous utilisez les forces concurrentielles de porteur, donc les 5 forces plus 1, ou alors le modèle, la matrice Pestel. La matrice Pestel qui est une matrice qui va vous permettre d'analyser l'environnement externe de l'entreprise. Donc ici le diagnostic externe. Donc là les auteurs que je vous ai dit c'est bien pour le diagnostic interne. Et là le diagnostic externe ça va être les forces concurrentielles de porteur ou alors la liste Pestel, donc c'est-à-dire politique, économique, sociale, technologique, écologique et légale. Les forces concurrentielles donc, de porteurs, donc c'est les 5 forces concurrentielles de porteurs, intensité concurrentielle, pouvoir de négociation des clients, pouvoir de négociation des fournisseurs, menace de nouveaux entrants sur le marché, menace d'un produit de substitution et la 6e force qui est l'action des pouvoirs publics. Donc là pareil, moi dans les fiches de révision je vous ai bien mis diagnostic interne, tous les auteurs, diagnostic externe, tous les auteurs. Comme ça, au moins, vous savez quel cours aller piocher au niveau, donc ici, diagnostic interne. Vous savez que dans votre tête, vous avez une fiche là-dessus avec les auteurs où vous n'avez plus qu'à en sélectionner un des 3. Diagnostic externe, vous avez 2 auteurs, du moins 2 parties de cours là-dessus. Vous n'avez plus qu'à en sélectionner un des 2. Moi, je conseille, de toute façon, suivant le sujet, il y en a un qui est plus ou moins facile à utiliser. Quoi qu'il en soit, par exemple, si vous utilisez les forces concurrentielles de porteur, à chaque force, par exemple intensité concurrentielle, imaginez vous allez mettre donc votre cours, bien sûr au début, intensité concurrentielle ensuite dans la deuxième petite partie de réponse, intensité concurrentielle, 2 points, vous allez mettre, imaginons que le secteur du parfum est très concurrentiel, énormément de concurrents, voilà, donc là vous allez mettre ça dans votre petite partie et donc vous allez bien préciser s'il s'agit ici non pas d'une force ou d'une faiblesse, mais d'une opportunité ou une menace, puisqu'ici on parle du diagnostic externe. Diagnostic interne, force-faiblesse, diagnostic externe, opportunité ou menace. Donc à chaque force, vous allez détailler ce que c'est, mettre par rapport donc aux ressources, prendre les données. Par exemple, sur la menace de nouveaux entrants, imaginons qu'on vous dit qu'il y a plein de nouvelles entreprises qui sont en train de se créer dans le domaine du parfum. Ça veut dire que oui, il y a une grande intensité concurrentielle déjà et il y a une grande menace au niveau de nouveaux entrants. Imaginons que cette fois-ci, on vous dit, par exemple au niveau du pouvoir de négociation des fournisseurs, on vous dit que ici, notre entreprise, elle n'a qu'un seul fournisseur. Donc du coup, il a un grand pouvoir de négociation. S'il n'y a qu'un seul fournisseur qui est capable de lui donner les produits qu'elle souhaite, du coup ça veut dire qu'il peut mettre des prix super élevés. De toute façon, elle n'aura pas le choix. Par contre, s'il y a des dizaines de fournisseurs, et du coup elle pourra faire jouer la concurrence au niveau des fournisseurs et avoir des prix bas. Donc là, le pouvoir de négociation des fournisseurs sera relativement faible. Donc auquel cas, ce sera une opportunité, mais si du coup il n'y a qu'un seul fournisseur, donc il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut au niveau des prix et elle n'aura pas le choix du coup l'entreprise d'acheter à ce fournisseur là, par contre le pouvoir de négociation des fournisseurs sera une menace, donc il faudra bien le préciser. Pareil du coup pour le plus 1, c'est-à-dire l'action des pouvoirs publics, imaginons que du coup l'État mette en place des subventions pour aider les créateurs de parfums, ce serait une opportunité, et si elle met en place du coup, justement des lois pénibles au niveau du coup par exemple du test sur les animaux ou alors elle demande, elle rigidifie les normes au niveau du coup, faut bien que ce soit du bio puisque c'est du parfum qu'on applique sur le corps, on restreint encore les limites, faut bien que ce soit du bio, faut bien que des tests aient été faits, du coup ça va coûter plus cher pour l'entreprise, donc là auquel cas ce serait une menace. Au niveau du Pestel, pareil pour chaque élément, technologique, voilà, donc là vous allez lister tous vos lettres, vous allez mettre comme ça, à chaque fois vous allez mettre 2 points,
et vous allez mettre par rapport aux ressources que vous allez trouver comme élément et vous allez préciser s'il s'agit d'une menace ou d'une opportunité. Imaginons qu'au niveau, on va prendre un cas qu'on n'a pas pris dans les forces concurrentielles, au niveau du technologique, imaginons que là, donc vous allez mettre votre T, au niveau du technologique, imaginons que pour faire des parfums, il faut de plus en plus, les concurrents par exemple, utilisent de plus en plus de nouveaux appareils qui font des parfums de mieux en mieux, avec des senteurs plus raffinées, etc. Et que l'entreprise, donc ici de Inès Divin, ne possède pas ces nouveaux appareils très technologiques. Et bien ici, l'environnement technologique va être une menace, puisque du coup, elle va devoir investir, elle, dans ces appareils pour se mettre à jour. Donc là, ça sera une menace puisqu'elle va devoir faire des investissements. Imaginons que cette fois-ci, au niveau de l'environnement technologique, on vous dit que l'entreprise, justement, elle a les meilleurs, elle est à la pointe de la technologie au niveau de la création de parfums. Ici, l'environnement technologique va être une opportunité. Donc là, vous allez bien lister toutes les forces ou alors l'utiliser le modèle Pestel et bien préciser ici s'il s'agit d'une opportunité ou une menace à chaque fois, comme je vous l'ai montré ici. Donc vraiment, il faut utiliser la bonne méthodologie pour aller déjà d'une part, que ça soit relativement facile pour vous au niveau de la rédaction, vous ne posez pas de questions, vous mettez votre cours, vous appliquez au cas et vous faites une déduction. Il faut vraiment avoir les bons mécanismes de réponse. Et de toute façon, là, les questions qu'on retrouve là, il y a de fortes chances que les stratégies de domaine, le type de stratégie, voilà, est-ce que c'est un entrepreneur ou un manager, le diagnostic interne et externe, vous allez de toute façon tout le temps le retrouver. Donc ce que je vous ai dit là, ça vous servira forcément pour le sujet à venir. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, il faut savoir que vous avez bien 3 heures pour répondre à ces questions-là. Donc, ça, si on divise, ça vous fait à peu près 20 minutes par question. Donc là, ça ferait 1 heure, 2 heures. Voilà, 2h20, vous avez même un peu plus. Vous avez 25 minutes à peu près par question. Donc, vous avez largement le temps. En 5-10 minutes, vous avez mis votre cours et vous avez 15 minutes pour appliquer au cas, faire la déduction. Croyez-moi, hein, généralement, il va vous rester 15-20 minutes à la fin bien. Donc, comme ça, vous relisez bien votre copie, vous corrigez bien les fautes, comme ça sera impeccable. Surtout si vous avez bien structuré avec le cours, avec les petits alinéas, sauter une ligne, deuxième alinéa pour le deuxième paragraphe et sauter une ligne et troisième alinéa pour le troisième paragraphe avec la déduction. Si vous faites bien ça avec le cours, l'application au cas, la déduction, croyez-moi, vous allez vraiment avoir une super note, surtout si vous connaissez votre cours par cœur et vous savez bien appliquer la bonne méthodologie. Maintenant, la deuxième partie, pour moi, ce n'est pas la partie où vous allez prendre énormément de points. C'est pour ça qu'il faut bien se focaliser sur la première partie. Donc, je vais être assez bref sur la deuxième partie, mais vous donner quelques pistes à ce niveau-là. Pour moi, la deuxième partie, c'est vraiment là où vous allez avoir utilisé les ressources. Au-delà du diagnostic externe, vous allez utiliser vraiment dans la deuxième partie. Ici, on va vous dire analyser le problème lié au développement de l'entreprise et à son financement. Ici, là, on vous parle bien lié au développement de l'entreprise et à son financement. Donc là, même pas besoin des ressources, c'est encore une question vraiment sur le cas. Là, imaginons donc à son financement, imaginons que du coup, ça va nous faire un rappel aux modalités de croissance. Imaginons qu'elle applique une croissance externe, ça veut dire qu'elle va racheter ses concurrents, etc. Imaginons qu'elle n'ait pas forcément l'argent pour racheter, que les taux des emprunts soient vraiment élevés, et du coup, ça va être les problèmes liés au développement de l'entreprise et du coup à son financement, puisque du coup si elle utilise une croissance externe mais qu'elle n'a pas assez au niveau des emprunts, que les emprunts ont des taux élevés, qu'elle n'a pas assez de fonds propres pour vraiment mettre en place une grosse croissance externe, et du coup c'est ça qui va être dangereux. Après, si elle doit ouvrir son capital, ça va être relativement dangereux puisqu'elle n'aura la fondatrice du coup n'aura plus forcément la main mise sur son entreprise. Donc là, il faut bien connaître. De toute façon, ça va faire un petit rappel au niveau du cours sur les modalités de croissance. Au niveau de la croissance externe, les limites, c'est là où vous allez devoir mettre ici les limites de la croissance externe. Ensuite, question 7, proposer des solutions permettant à l'entreprise d'assurer sa croissance en spécifiant pour chaque solution ses coûts et risques. Donc là, vous allez proposer des solutions. Voilà, par exemple, solution 1, vous allez mettre quelle est la solution que vous proposez, solution 2. Et là, il faut bien penser à mettre à chaque fois, pas oublier le bout de question. Pour chaque solution, il faut préciser donc les coûts et les risques. Donc là, vous allez mettre solution 1, petit paragraphe 1, les coûts, petit paragraphe 2, les risques. Et ça pour chaque solution. Donc là, généralement, il faut en trouver 1, 2, voire 3. Et là, logiquement, c'est dans ce type de questions que vous allez sûrement avoir une ressource qui va être sur cette question-là. Par exemple, on va peut-être vous parler du crowdfunding ou alors peut-être de l'introduction en bourse ou d'autres modes de financement. Donc ici, vous allez peut-être avoir la moitié de la réponse qui va être faite par les ressources. Il s'agit de bien les utiliser, bien les restructurer dans votre réponse sans faire forcément du mot à mot, mais bien restituer les concepts qui vont être définis dans les ressources pour faire une partie de votre réponse 7, une des solutions du moins.
Et ensuite, donc bien avec les coûts et les risques. Et ensuite, une autre partie qui va être demandée, qui va vous demander du cours. Donc du cours qui va être dans vos fiches de révision ou dans votre culture générale. Par exemple, vous connaissez peut-être des modes de croissance. Par exemple, ici, il y avait la croissance conjointe. Donc peut-être que ça peut être utile de repréciser la croissance conjointe en solution 2 et en solution 3, par exemple, une introduction en bourse ou un autre type de croissance. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Au niveau vraiment de la méthodologie, de toute façon, hein, je n'ai pas répondu au cas puisque ça ne sert à rien, il y a vraiment les corrections. Là, je veux vraiment vous apprendre la méthodologie à appliquer pour vraiment maximiser vos points à l'examen. Donc je me répète, il y a des fiches de révision si vous souhaitez. Donc, vous n'avez qu'à mettre votre email et vous recevrez donc tout le contenu gratuitement par email. Vous aurez vos fiches de révision. Dans la semaine, je vous enverrai quelques conseils pour réussir vos épreuves, donc vos épreuves d'économie, de droit, et voilà. Comme ça, au moins, je vous accompagnerai au mieux avec des fiches de révision et l'application d'une méthodologie pour réussir votre BTS. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi et on se dit à la prochaine.